à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de Rencontre. De 2009 à 2011, l'économie chinoise a contribué à plus de 50% de la croissance mondiale. Malgré le récent ralentissement, la Chine reste l'un des moteurs de l'économie chinoise. Aujourd'hui, le pays et son économie sont en pleine mutation. La conférence centrale sur le travail économique vient de s'achever à Beijing. La décision a été prise, la Chine va accélérer ses réformes structurelles. Les nouvelles campagnes comme Made in China 2025 Internet Plus, lancées par le gouvernement chinois, vont-elles contribuer à changer le modèle économique d'une Chine qui a longtemps été l'usine du monde? Et comment faire pour éviter que la fermeture des usines en surcapacité de production entraîne un chômage massif? Et enfin, le renminbi, la monnaie chinoise, peut-il devenir un agent stabilisateur dans le marché financier international? Aujourd'hui, nous allons discuter de toutes ces questions avec notre invité. Avant cela, je vous invite à regarder ce reportage. La conférence annuelle sur le travail économique s'est tenue du 18 au 21 décembre à Beijing. Le président Xi Jinping a résumé les progrès en matière économique effectués durant l'année et détaillé les grandes lignes du programme pour l'année 2016, première année du 13e plan quinquennal. Le gouvernement adoptera une politique budgétaire plus énergique et une politique monétaire plus flexible pour maintenir la croissance à un niveau approprié en 2016 en accordant une importance particulière aux réformes structurelles. La conférence a également indiqué que la Chine aiderait les habitants ruraux à s'installer dans les villes et à acquérir des biens immobiliers. Le gouvernement va également encourager les promoteurs immobiliers à réduire les prix des logements afin de faire diminuer les stocks d'invendus. La diminution des coûts des entreprises constituera une mission importante du plan économique pour 2016. Enfin, la conférence a promis de rendre le marché chinois plus attractif aux capitaux étrangers, de coopérer de manière accrue avec les partenaires internationaux afin d'améliorer sa production manufacturière et de poursuivre son ouverture au monde. La conférence a ciblé 5 objectifs prioritaires pour l'année prochaine. Un meilleur traitement de la surcapacité industrielle, l'amélioration de la gestion des actifs publics, voire le démantèlement de certains groupes d'États, la réduction des coûts pour les entreprises et des mesures de consolidation. Selon Yang Weimin, le directeur adjoint du Bureau des affaires financières du Comité central, le concept de réforme structurelle mis en avant durant la conférence est absolument essentiel pour la réussite du plan quinquennal, le premier depuis que la Chine est entrée dans la phase dite de nouvelle normalité de son développement économique. Sur notre plateau, aujourd'hui, M. Ding Yifan, chercheur au Centre de recherche pour le développement du Conseil des affaires d'État. Vous êtes le spécialiste de référence sur l'économie chinoise dans les médias chinois et étrangers. D'abord, la première question, dans quel contexte s'est déroulée cette fois cette conférence centrale de l'économie? En fait, tous les ans, à la fin de l'année, il y aura une conférence centrale de l'économie. Mais cette année, cette conférence attire beaucoup d'attention parce que elle s'est tenue dans le contexte du ralentissement de la croissance économique de Chine. J'ai lu dans un article que il y a une phrase la deuxième économie mondiale n'est ni en stagnation ni en récession, elle est avant tout en mutation. Vous pensez que c'est pertinent pour qualifier le contexte actuel de l'économie chinoise? Oui, la définition de l'économie chinoise, ni récession ni stagnation, est appropriée. En fait, quand on parle du ralentissement de la croissance chinoise, on parle comme si l'économie chinoise ferait face à ce qu'on appelle un hard landing, un atterrissement en dur. Mais en fait, même si l'économie chinoise, le taux de croissance baisse de 2 ou 3%, en comparaison avec le reste du monde, le taux de croissance chinoise est le double de ce qu'on appelle de l'économie, de la croissance la plus robuste de l'économie mondiale, c'est-à-dire les États-Unis. En fait, l'économie chinoise
se développe à un rythme doublement ou triplement plus rapide que celui des États-Unis. Donc c'est donc paradoxal de parler de l'économie de la croissance chinoise comme récession. La Chine, malgré le ralentissement, reste l'un des moteurs importants de l'économie. C'est ça. En dépit du ralentissement de la croissance, la Chine contribue à plus d'un tiers de la croissance mondiale. Donc, elle compte énormément pour la croissance mondiale. Et cette fois, durant la conférence, la réforme de l'offre, c'est le terme qui est revenu tout au long de cette conférence. De quoi s'agit-il exactement ? En fait, la restructuration, ce qu'appelle du côté de l'offre, a été proposée par le gouvernement chinois depuis quelques mois déjà. Donc la conférence ne fait qu'approuver cette idée d'augmenter, disons, les offres pour essayer de stimuler la croissance. En fait, les mesures plus ou moins reliées du côté de l'offre est un terme assez compliqué, parce que c'est un terme de sciences économiques. Oui. En sciences économiques, il y a des écoles différentes de croissance, etc. Alors que l'école keynésienne, qui prône une espèce d'équilibre entre l'offre et la demande, est en fait l'école de sciences politiques qui insiste beaucoup sur le côté de la demande. Parce que quand il y a un problème, la récession par exemple, pour remettre l'économie sur les rails, c'est-à-dire que pour prendre des mesures contre-cycliques, les keynésianismes prônent l'idée d'augmenter la demande publique pour faire face à une manque de la demande du marché. Mais cette fois-ci, avec le ralentissement de la croissance chinoise, nous avons pris toutes les mesures pour stimuler la demande, y compris la demande publique. C'est ce qu'on a fait. C'est ça, parce que la demande publique ne peut plus s'élargir, au risque de creuser d'autres bulles et d'autres problèmes à long terme. C'est pour ça que le gouvernement chinois insiste cette fois-ci sur l'augmentation du côté de l'offre, c'est-à-dire si on offre un peu plus de choses sur le marché, ça pourrait aussi améliorer la situation, ça pourrait contribuer tant soit peu à l'augmentation de la croissance. Oui, en fait, pourquoi ce terme est technique? Parce qu'en économie, on a la demande et l'offre, qui est de côté. Vous avez expliqué que la demande consiste surtout quand on dit la consommation, par exemple, ça fait partie de la demande. Oui, c'est la dépense publique, en fait. Mais l'offre, qu'est-ce que c'est exactement? Quelques exemples. Contrairement à l'élargissement de la dépense publique, l'offre ne peut pas être fournie, par exemple, par le gouvernement. En général, si on veut stimuler l'offre, donc il faudrait stimuler l'initiative des entreprises. C'est ce que le gouvernement chinois est en train de faire. Le gouvernement chinois est en train de réduire d'une certaine manière la charge fiscale des entreprises afin que les entreprises puissent disposer de plus de moyens d'investissement et de stimuler l'investissement dans des domaines que l'État veut orienter, c'est-à-dire des domaines de technologie avancée, des domaines de développement plus ou moins liés aux industries de services, etc. Mais on voit qu'il y a aussi des mesures concernant les entreprises. Je constate qu'il y a beaucoup de mesures sur les entreprises peu efficaces. Par exemple, l'ajustement du marché boursier, la surcapacité de production dans certaines industries, ça concerne surtout les entreprises qui font face à une éventuelle fermeture. Mais est-ce que la Chine est prête à réintégrer les travailleurs qui sont en chômage en raison de ces fermetures, à les réintégrer dans le marché du travail?
En fait, beaucoup de choses ont été faites vis-à-vis de la fermeture des entreprises. Il ne faut pas oublier que cette année, donc durant l'année de 2015, nous avons fermé à peu près 50 millions de tonnes de production d'acier en termes de capacité de production. Bien sûr, tout cela a causé des problèmes de chômage dans la région. C'est pour ça que l'urbanisation, le plan de l'urbanisation joue un rôle important pour réintégrer la main-d'œuvre qui ont été touchées par ces vagues de fermeture des entreprises. Dans la région de Pékin, Tianjin et la province du Hebei, il y a ce qu'on appelle des travaux de l'intégration de ces trois régions. C'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement essaie de favoriser la création d'emplois et la réintégration de cette force du travail dans des secteurs comme la redistribution, comme transport, communication, etc., pour relier les trois unités administratives différentes ensemble. Donc c'est pourquoi on a vu que maintenant ce qu'on appelle l'économie de l'Internet a beaucoup développé en Chine, qui emploie des main-d'œuvre, par exemple pour offrir des services à la porte des gens, pour délivrer des marchandises. Il y a beaucoup de main-d'œuvre très abondante. Pensez-vous que cela est lié aussi à cette orientation du gouvernement? Oui, mais ce sont des processus qui est en train de se passer. Mais à part cela, le gouvernement essaie d'intégrer plus de choses dans ce qu'on appelle les travaux de l'Internet plus. Il y a par exemple, à part cette conférence centrale de l'économie, a eu lieu tout récemment aussi une autre conférence centrée sur les travaux ruraux, sur le développement de l'agriculture, la transformation de la campagne chinoise, etc. Et l'Internet plus l'agriculture a été aussi l'accent mis par le gouvernement sur le développement de l'agriculture. Donc l'Internet, le gouvernement va investir dans le domaine du développement des infrastructures de télécommunications, etc., à la campagne, afin que la population rurale de la campagne puisse avoir accès à l'Internet et les paysans chinois puissent vendre leurs produits par l'Internet, mais aussi que les produits de notre société moderne puissent rentrer à la campagne plus facilement. Donc c'est équivalent à construire des routes pour la campagne. Maintenant, c'est construire la voie Internet pour la campagne. Il y a ça, oui. Mais vous avez mentionné la campagne Internet Plus. Il y a autre chose comme Made in China 2025. De quoi s'agit-il exactement? En fait, c'est ce qu'on appelle Made in China 2025 est un plan de réadaptation de l'industrie chinoise. C'est-à-dire que maintenant, la Chine est devenue déjà l'usine du monde. C'est-à-dire que la Chine fournit la plupart des produits industriels finis. Mais j'ai une question là-dessus. Est-ce que la Chine reste l'usine du monde? Parce que maintenant, il y a la Chine la reste toujours l'usine du monde, en dépit d'une partie importante de production délocalisée par la Chine ou par des entreprises chinoises vers les régions voisines. Oui, parce que la main-d'œuvre n'est plus bon parce marché. que la main-d'œuvre chinoise est plus chère, parce que le lopin de terre coûte plus cher en Chine, la terre coûte plus cher en Chine, etc. Et aussi parce que la monnaie chinoise coûte plus cher aussi. Avec la réévaluation de la monnaie chinoise, des entreprises chinoises sont en train de perdre une partie de leur compétitivité. N'empêche que si on regarde aussi les volumes de l'exportation chinoise, la Chine est toujours une économie excédentaire en termes de commerce international, parce que la Chine a amélioré et a restructuré son économie
de façon à pouvoir exporter toujours des produits haut de gamme. C'est-à-dire que, contrairement à ce que la Chine exportait il y a 10 ans, aujourd'hui, la Chine exporte des produits beaucoup plus sophistiqués, avec des valeurs ajoutées plus importantes. Par exemple, la Chine est devenue premier exporteur d'équipements de machines, par exemple. Devant l'Allemagne? Devant l'Allemagne et devant les États-Unis. La Chine est devenue premier producteur et exportateur des machines, outils et des équipements industriels aujourd'hui. Et tout cela renforce un peu la position de l'économie chinoise dans la chaîne de production internationale et dans la chaîne de production mondiale. Donc la Chine peut se permettre de délocaliser une partie de sa production industrielle vers d'autres régions. C'est pour ça que la Chine essaiera maintenant d'aider les autres pays à s'industrialiser par ce qu'on appelle cette initiative une ceinture et une route. C'est ça, de ce qu'on appelle la ceinture et la route. C'est-à-dire la ceinture économique de la route de la soie et la route de la soie maritime. En tout cas, ce sont des initiatives pour renouveler l'ancienne route de la soie, à la fois sur la mer et sur la route. Oui, mais je voudrais poser un peu plus de questions sur le Made in China 2025. En fait, c'est une campagne qui vise à faire plus d'efforts pour que l'industrie chinoise puisse monter en gamme. Oui, et ça a donné des résultats assez positifs aujourd'hui. Parce que si on regarde le volume commercial de Chine, la Chine continue à vendre beaucoup de produits made in China aux autres pays. Seulement, les contenus de ce domaine made in China a changé. Autrefois, la Chine avait l'habitude d'exporter des produits, ce qu'on appelle de l'industrie légère. Des produits, de la chemise, par exemple. C'est ça, facile à faire. La confection des vêtements déjà finis, la fabrication des choux, des jouets, beaucoup de choses de ce genre. Et aujourd'hui, la Chine exporte des machines. La Chine exporte des ordinateurs, la Chine exporte des téléphones mobiles, des téléphones, etc. Donc, ça remplace un peu les produits traditionnels. Comme vous avez mentionné la stratégie Une ceinture, une route, je voudrais savoir, cette initiative a été lancée il y a un certain temps déjà. Est-ce que cela a déjà produit des résultats? Ah oui, et en fait, le renouvellement de la route de la soie a eu des résultats très positifs. Si on regarde, par exemple, les statistiques sur le commerce extérieur. Cette année, l'exportation chinoise est d'une certaine manière décevante vis-à-vis de nos marchés d'exportation traditionnels, c'est-à-dire l'Union européenne et les États-Unis. Parce que l'exportation chinoise, la croissance de l'exportation est négative vis-à-vis de ces marchés traditionnels. Alors que si on regarde le commerce chinois vis-à-vis des pays situés sur la route de la soie, par exemple, en Asie centrale, ou des pays de l'Asie, de Sud-Est asiatique, etc. Notre exportation avec ces pays est toujours en augmentation assez sensible. Par exemple, j'ai été dans le canton il y a 2 mois. J'ai appris que finalement, cette année, le canton est la première province exportatrice de Chine. Canton exporte beaucoup de produits vers le marché européen et américain, mais cette année, l'exportation de Canton vers ces marchés traditionnels est de croissance négative. Alors que l'exportation de Canton vers les pays, parce que le canton est situé sur la côte, donc l'exportation chinoise a été concentrée sur ce qu'on appelle la route de la soie maritime, sur les pays asiatiques du sud-est, etc. Et l'exportation chinoise vers ces régions-là est de croissance à plus de 16% annuellement. Donc c'est tout de même une croissance sensible avec ces pays. N'en parlons pas de l'investissement chinois dans ces régions. L'investissement chinois dans des régions le long de la route de la soie est en augmentation assez forte, de l'ordre de plus de 50% par an.
Je pense que ça, c'est un phénomène assez récent, c'est-à-dire que la Chine est devenue un pays exportateur de capitaux. Cette année, c'est une année tournante dans l'histoire de Chine parce que c'est la première fois que l'exportation de capitaux chinois, c'est-à-dire, pour tourner la phrase autrement, en fait, c'est la première fois l'investissement direct de Chine à l'étranger a dépassé l'investissement direct étranger en Chine. Donc c'est probablement un changement assez important dans l'histoire du développement économique de Chine. Oui, c'est vraiment un tournant parce que pendant les 30 dernières années, quand on parle de réforme et d'ouverture, on parle des IDE vers la Chine et maintenant c'est l'inverse qui se produit. Alors parlons de la finance. Durant cette conférence, on a insisté sur davantage d'ouverture du marché financier en Chine, mais vous avez évoqué lors d'un forum que la monnaie chinoise, le renminbi, doit jouer un rôle stabilisateur dans le contexte où le marché financier international est très instable et que la stabilité de la monnaie chinoise est plus importante que l'ouverture du marché. Donc comment expliquez-vous cela? Pensez-vous que la Chine doit encore continuer à fixer la marge de fluctuation de sa monnaie plutôt que le laisser flotter comme souhaitaient certains pays, par exemple les États-Unis? En fait, oui. Il y a un mouvement ou une tendance de dévaluation de la monnaie chinoise vis-à-vis du dollar américain. Et pour cela, certains disent que c'est une preuve que la monnaie chinoise n'est pas stable. En fait, c'est sous-estimer la valeur de la monnaie chinoise dans le contexte international. Si on regarde par exemple les monnaies qu'on connaît par cœur, l'euro et le yen japonais par exemple, vis-à-vis du dollar américain, ces monnaies ont dévalué plus de 20%. Alors que... Depuis combien de temps? Depuis un an ou un an et demi. Et alors que, d'une certaine manière, la monnaie chinoise avait gardé un peu son taux de change avec le dollar américain. C'est-à-dire que vis-à-vis de l'euro et vis-à-vis du yen, la monnaie chinoise a été réévaluée de beaucoup. Et de ce point de vue, puisque la monnaie chinoise est maintenant rentrée dans le panier de monnaie du FMI, c'est-à-dire qu'on fait partie ce qu'on appelle de droits de tirage spéciaux, il faut laisser la monnaie chinoise plus indépendante. C'est-à-dire que la monnaie chinoise ne peut plus se fixer rien que sur le taux de change du dollar américain. Il faut que la monnaie chinoise ait un peu de liberté vis-à-vis d'autres pays. C'est-à-dire que la valeur de la monnaie chinoise est mesurée aujourd'hui beaucoup plus sur la valeur du panier de monnaie composé d'euros, de yens et du dollar ou de sterling pound, etc. de la livre sterling. Cette mesure a déjà pris il y a assez longtemps. C'est ça, oui, mais en fait, cela n'a été appliqué que plus strictement que récemment. C'est pour ça que je pense que dans l'avenir, il y aurait des changements aussi continuellement dans ce sens-là. Mais la monnaie chinoise serait mesurée, donc la valeur de la monnaie chinoise serait mesurée beaucoup plus en fonction des monnaies, du panier des monnaies, que du dollar américain. Mais cela ne veut pas dire qu'il y aura plus d'instabilité si on le mesurait avec un panier de monnaie? Non, c'est-à-dire par rapport à qui? Par rapport à l'euro, par exemple, le yen est très fort et stable. Par rapport au dollar américain, il y a un peu de dévaluation, mais cela revient au même. Parce que, justement, il ne faut pas que la valeur de la monnaie chinoise soit toujours fixée sur une seule monnaie, sur le dollar américain. Parce que ça ne veut rien dire. Parce que si demain, la réserve fédérale américaine change d'idée et que le dollar rentre
dans un cursus de dévaluation, est-ce que la monnaie chinoise le limite à suivre le cours? Non, je ne pense pas. Parce que dans ce cas-là, à cause de son indépendance, la monnaie chinoise suivra au contraire, au cas de la dévaluation du dollar, la monnaie chinoise connaîtra un processus de réévaluation. Donc c'est plus de liberté. Plus de liberté, plus d'indépendance vis-à-vis d'autres monnaies. Alors, il y a une question importante sur l'ensemble de l'économie. Vous avez comparé l'économie chinoise à une voiture qui prend un virage. Vous dites qu'il ne faut pas accélérer. Accélérer, dans ce cas-là, il faut se ralentir d'une certaine manière. C'est dangereux. Mais dans ce cas-là, quelle est la vitesse minimum de cette croissance? Quand même, il y a beaucoup d'inquiétudes compte tenu de la taille de la population et le gouvernement a aussi insisté sur le maintien d'un certain taux de croissance. Il faut, quelle est la vitesse minimum selon vous? En fait, l'année prochaine, en 2016, on rentrera dans le 13e plan quinquennal. Donc c'est la première année du 13e plan quinquennal. Et pour tout le plan quinquennal, pour tout le 13e, le taux de croissance moyenne a été fixé à 6,5%. Normalement, comme la Chine vient de terminer une période de croissance assez robuste, assez forte, je pense que l'année prochaine, on sera toujours à la fin de cette période de croissance robuste. Je pense qu'on aura probablement encore un taux de croissance autour de 7% l'année prochaine. Mais progressivement, le taux de croissance va se ralentir un petit peu au cours du 15e plan quinquennal pour arriver idéalement à 6,5% à la fin. Donc c'est une vitesse acceptable, 6,5%. C'est ça, et d'une certaine manière planifiée par le gouvernement. Mais pour résumer, est-ce qu'on peut qualifier cette conférence comme un nouveau départ pour l'économie chinoise? Parce qu'on a vu la réforme structurelle de l'offre, c'est quelque chose qui est survenu seulement cette fois. La stimulation de la demande était le mot-clé pendant 10 ans, si je peux dire 5 ans au moins. Je pense que le nouveau départ a été engagé, non pas cette année, mais il y a, je pense que 2 ans. Donc ça a commencé il y a 2 ans, ça a donné des résultats positifs, ça va continuer. Et probablement durant tout le 13e plan quinquennal, le gouvernement va continuer à pousser la réforme, à pousser la restructuration de l'économie chinoise pour qu'elle puisse, à ce moment-là, répartir sur un pied nouveau, c'est-à-dire que l'économie chinoise serait beaucoup plus complexe et compliquée, et que l'industrie chinoise sera basée sur des technologies plus avancées, plus solides, et que dans plusieurs domaines de l'économie ou de la technologie, la Chine va jouer un rôle plutôt de dirigeant. D'accord. Je vous remercie, Monsieur Ding, d'avoir participé à notre émission. Et je vous remercie, chers téléspectateurs, d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.